réfléchir ensemble sur la question de l'anarchisme. Alors c'est vrai que c'est un sujet un peu inhabituel, puisque il est très difficile de parler d'anarchisme sans en penser quelque chose politiquement et personnellement. Si le sujet n'était pas l'anarchisme, c'est quoi au fond, le sujet que tu as choisi, mais comme on l'avait fait ensemble il y a quelques années, la phénoménologie, c'est quoi au fond? Bon, à la phénoménologie, on n'en pense rien en général. On essaie de comprendre de quoi il s'agit. On n'est pas pour ou contre, comme on n'est pas pour ou contre le kantisme, le cartésianisme ou le platonisme. On peut en penser ce qu'on veut, mais on n'a pas forcément un affect a priori à l'égard de telle ou telle philosophie. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est d'essayer de prendre au sérieux cette thèse, c'est-à-dire de la prendre comme une théorie politique possible, d'essayer de savoir de quoi il s'agit, et puis après, éventuellement, d'en dégager un certain nombre d'enjeux, de difficultés, de critiques, de limites, en essayant de sortir provisoirement, pendant, en tout cas, le début de mon intervention, de ce qu'on pourrait en penser, soit sur le fond d'une idée préconçue de l'anarchisme, soit sur le fond d'une idée préconçue de ce que doit être la politique en général. Donc je vais, pour tout dire, je n'ai pas à titre personnel d'ailleurs de position très bien marquée sur ce sujet. Je ne sais pas trop quoi, je ne sais même pas ce que j'en pense en fait de l'anarchisme en termes de théorie politique. Je trouve ça très intéressant, mais je n'arrive pas à déterminer pour moi-même si je suis favorable ou défavorable. Et peut-être que c'est bon signe en quelque sorte, il y a quelque chose qui nous étonne, qui mérite d'être considéré très sérieusement. Et donc vous aurez peut-être l'impression que je me fais l'avocat de cette théorie dont je vais essayer de vous montrer à la fois l'intérêt, les charmes et les qualités. C'est pas que je m'en fais l'avocat, c'est que pour essayer de comprendre une théorie philosophique quelle qu'elle soit, en tant qu'enseignant, et tu le sais mieux que personne, il faut défendre la chose. Voilà. Un auteur mérite qu'on le prenne au sérieux et donc qu'on considère a priori qu'il a raison. Dans un premier temps du moins, après on verra. Donc c'est ce que je vais faire pour l'anarchisme en général et pour Proudhon en particulier. En commençant par vous dire 2-3 choses sur le terme, sur le mot, sur ce que ça peut être, avant de voir de plus en profondeur et plus en détail sur ce que c'est l'anarchisme d'un des anarchistes les plus importants, à savoir Proudhon, donc pour le situer, puis finalement pas si connu que ça, 1809-1865, on reviendra, c'est un auteur pour lequel la question de l'implication historique est tout à fait importante, et l'implication politique directe de cet auteur est tout à fait importante. Alors l'anarchisme, c'est quoi au fond, avant de parler de Proudhon? Ça serait peut-être plus simple de voir dans un premier temps ce que ça n'est pas. Alors, je vais peut-être dire des choses que vous savez déjà, mais la première chose que ça n'est pas, c'est une théorie du désordre. Certainement pas. Donc, en français, on a une sorte de flottement entre anarchie et anarchisme. D'ailleurs, l'anarchie, ce n'est pas non plus le désordre en tant que tel, c'est l'absence d'un pouvoir constitué. Et l'anarchisme ne prône pas le désordre contre le pouvoir, mais un ordre contre un autre. Un ordre qui s'instituerait, et bien sûr ça va être la difficulté, sans pouvoir constituer, institutionnaliser, le plus souvent la forme de l'État, mais un ordre qui va tout de même déboucher sur une normativité des comportements, une normativité de l'organisation sociale, voire, comme tu le signales, et ça va être tout à fait important, une forme de morale, qui peut être d'ailleurs relativement contraignante. Donc ce n'est pas une théorie du désordre, c'est une théorie d'un ordre qui passe par une autre forme que la forme ordinaire d'un état de droit qui impose des comportements par la puissance de la légalité. Ce n'est pas une théorie du désordre, et donc, deuxième point, ce n'est pas du tout une théorie anti-politique. On a pris l'habitude, et bien sûr c'est là aussi la difficulté, d'identifier dans la philosophie occidentale la politique et l'État. Ça vient de très loin, et ça se formule à travers toutes les grandes théories qu'on a au XVIIe, au XVIIIe siècle, qu'on appelle les théories contractualistes, et ça aboutit à peut-être ce qui est la forme la plus parfaite de cette identification entre l'État et la politique, chez Hegel.
pas tellement longtemps avant Proudhon, justement. Et donc on en vient à penser que la politique c'est l'État, quiconque se situe hors de cette évidence est contre la politique en général. C'est évidemment pas le cas ici, donc on va devoir essayer de comprendre comment quelque chose qui est authentiquement politique peut se concevoir sans droit et sans le pouvoir étatique. Ce qui ne va évidemment pas sans difficulté. Troisième point, c'est toujours dans le même ordre d'idées, l'anarchisme n'est pas forcément un individualisme. Là encore, on pourrait penser les choses de façon assez simple. L'intérêt général est défendu par l'État, qui incarne cette chose-là, et face à ça, on aurait l'intérêt particulier qui serait porté par des individus. Quiconque s'opposerait donc à l'État comme incarnation de l'intérêt général le ferait au nom des droits, de la singularité, du moi, de la personnalité, du je, bref, donc tout ce qu'on appelle généralement l'individu. Alors, je ne dis pas que l'anarchisme individualiste n'existe pas. On a quelqu'un comme Stirner, qui était un anarchiste individualiste. Mais ce n'est pas du tout la majorité, c'est même assez secondaire par rapport au gros des troupes, en quelque sorte, qui vont prôner contre l'État plutôt la société, justement, ou le social, que l'individu. Et on le voit particulièrement bien avec Proudhon, on va le voir en détail, sur ces questions de la propriété, puisque la propriété est très généralement considérée comme un droit lié à l'individu, et c'est justement ce lien entre individu et propriété que va contester Proudhon, et qui va être le ressort de sa contestation de la propriété. Donc ce n'est pas du tout quelqu'un qui va s'appuyer sur la supériorité des droits du moi, pour prendre l'expression de Max Stirner, contre les droits de l'État. C'est pas ça. Ça peut être ça, mais dans le cas présent, c'est pas ça. Donc si ce n'est pas une théorie du désordre, ni une théorie antipolitique, ni une théorie individualiste, c'est bien parce qu'au fond de l'anarchisme en général, il y a une théorie du social. Une théorie du social en tant que les rapports sociaux, qu'on va qualifier d'horizontaux pour le dire plus rapidement, sont considérés d'abord comme une forme d'ordre. Il n'y a pas de désordre a priori du social. Le désordre existe, mais c'est un produit d'une situation économique, politique singulière. Le social n'est pas, dans un premier temps, facteur de désordre. Et dans ces rapports sociaux, il y a une régulation qu'on peut très bien appeler politique. La politique, après tout, qu'est-ce que c'est, si ce n'est l'ensemble des formes par lesquelles une société se donne une forme d'institution, je crois qu'on pourrait employer le terme tout de même, d'institution du collectif, mais il y a bien des façons d'instituer le collectif. Ça ne passe pas forcément par le choix d'un chef, encore moins par le choix d'une institution qui détiendrait le monopole de la violence physique légitime. Donc c'est une théorie du social, et c'est une théorie du social qui va précisément considérer que ce qui est fondamental, ce qui est premier, y compris d'un point de vue naturel, ce n'est pas l'individu. L'individu, c'est là aussi une construction secondaire. Ce qui est premier, ce qui est le plus naturel, puisque vous allez voir, Proudhon n'hésite pas à utiliser, voire à surutiliser ce concept de nature, ce qui est naturel chez les êtres humains, c'est l'existence sociale. Nous sommes des êtres sociaux avant que d'être des individus, et bien plus que nous sommes citoyens. Donc vous voyez que l'institution du social, comme le cœur de sa pensée, va jouer vers le haut pour contrer l'État, et vers le bas pour contrer l'individualisme. Donc je pense que ça c'est tout à fait central. Donc une théorie du social, et une théorie, c'est bien sûr ce qui va nous intéresser ici, qui va se constituer par la négative, par la résistance à ce qui s'est installé dans l'histoire comme une évidence, à savoir la forme État. Donc, c'est évidemment ce qui fait le point central de tous les textes qu'on va voir ce soir, c'est un anti-étatisme absolument radical. Donc, ça nous choque, ça nous surprend, puisque aujourd'hui, finalement, cette évidence de la forme État s'est imposée depuis tellement longtemps qu'on considère qu'il y a une forme de normalité là-dedans. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, et Proudhon le dit, mais
si je prends la parole en mon nom propre, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée d'avoir un État, hein, ça a quantité d'avantages, mais si c'est éventuellement une bonne forme politique, et ça se défend, hein, ce n'est pas parce que c'est évident, c'est parce qu'il y a d'autres formes politiques possibles, et que celle-là, ben, après tout, c'est pas mal. L'état de droit, c'est pas complètement idiot, la défense des droits fondamentaux non plus, un État-providence, ça n'est pas inutile, etc. On a bien des raisons d'être pour l'État. Mais présupposer que l'aboutissement naturel de toutes les constructions politiques, c'est l'État, dans la logique que soutient Hegel, par exemple, hein, bah, il n'y a pas de raison de faire ça, en fait. Il n'y a pas de raison. Cette conviction que nous avons de l'évidence de l'État, pour le dire avec un langage marxiste, c'est une construction idéologique. Autrement dit, c'est d'abord une forme politique qui s'est installée, non pas parce qu'elle était la meilleure, mais parce qu'elle était la plus forte, pour des raisons historiques et politiques, et après coup, cette forme État a diffusé l'idéologie de sa propre évidence. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais donc c'est une sorte, ce qu'on appellerait en sciences sociales, une sorte de nature seconde. Hein. On pense que c'est naturel parce que ça nous est devenu naturel. Et évidemment, c'est contre ce genre de pseudo-évidence que nous devons philosophiquement lutter, hein, quel que soit le sujet d'ailleurs. Hein. Donc je pense que, si je peux un peu avancer, un des intérêts de ces théories anarchistes, c'est ça. Hein. C'est dire, bon, et si on reprenait la réflexion à partir de rien, voir ce que ça donne? Et si on imaginait autre chose, pour voir? Et puis si cette autre chose ne marche pas, eh bien, ok pour l'État, hein, mais pas a priori. Il faut qu'on arrive éventuellement ou pas à cette conclusion. Donc, ce n'est pas une théorie du désordre, ni une théorie antipolitique, ni une théorie anti-individualiste, c'est une théorie du social, c'est une théorie anti-étatique. Et dernier point, qui est très très important, notamment chez Proudhon, c'est une théorie de la liberté. C'est très essentiellement une théorie de la liberté, mais vous voyez que là encore, il faut qu'on repense le terme même. Qu'est-ce que c'est la liberté si on ne la conçoit pas du tout comme un droit lié à l'individu? Nous sommes, nous Français peut-être en particulier, convaincus que la liberté, c'est la propriété métaphysique de l'être humain quand il naît. Les hommes naissent libres et égaux en droit. Et que, en réalité, nous sommes intégralement libres, seuls, autrui étant, dans le meilleur des cas, quelqu'un avec qui on peut contracter pour associer nos libertés, et le plus souvent, plutôt un obstacle ou une limite. Et donc, cette conception-là de la liberté, là encore, elle nous est devenue évidente, et en philosophie, quand on fait cours sur la liberté, ben, on fait avec ça le plus souvent, on part de là souvent. Hein. J'ai le choix, je suis un être humain, ben, je peux faire A, je peux faire B, par la puissance de ma volonté, par ma faculté de jugement, etc. Eh bien non, pas du tout, dit Proudhon. La liberté n'a rien à voir avec l'individu. La liberté, c'est un état du rapport social. Et quand on commence à réfléchir les choses comme ça, on commence à comprendre que chaque fois qu'il parle de normes, à chaque fois qu'il parle même de droit, hein, mais dans un sens non étatique, il essaie de comprendre ce que peuvent être des rapports libres entre des individus libres qui ne sont pas libres avant le rapport, mais qui sont libres dans le rapport. Et un rapport qui n'a rien à voir avec un contrat social qui prendrait la forme d'une attribution de droits fondamentaux à chaque partie prenante du contrat. C'est pas ça. Hein. Donc c'est étonnant, hein, là aussi c'est étonnant, et ça donne lieu à des textes qui sont surprenants, et si je peux glisser une petite pique à Proudhon, j'en ferai quelques-unes, qui sont malheureusement pour nous, en quelque sorte, pas très bons philosophiquement. Et parce que ce monsieur est très intéressant, mais pas un très très bon philosophe en termes de qualité, c'est pas un philosophe de formation ni de métier, il manipule le concept avec beaucoup de négligence en quelque sorte, hein. Donc on comprend ce qu'il veut dire est très intéressant, mais la façon dont il le dit n'est pas toujours suffisamment rigoureuse pour qu'on puisse vraiment comprendre complètement sa thèse. Mais j'y reviendrai, vous l'entendrez peut-être quand je le citerai. Voilà pour ce petit préambule. Vous voyez donc qu'il y a bien des raisons de s'intéresser à l'anarchisme, et évidemment encore plus dans le contexte contemporain. Et là aussi, c'est pas question de prendre position sur les débats d'aujourd'hui, mais
vous entendez constamment, nous entendons constamment ce rappel quasiment automatique de cette idée qui vient de Max Weber, soigneusement d'ailleurs détournée. L'État est l'institution politique qui revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime. Donc l'ordre, c'est l'État. Quand il y a de la violence, c'est légitime à partir du moment où ça vient de l'État. Et donc on est dans une sorte de cercle où au fond l'État s'auto-légitime en permanence. Par le fait même qu'il assure l'ordre, y compris d'ailleurs s'il l'assure avec une forme d'illégalité. À partir du moment où c'est lui qui le fait, c'est légitime. C'est pas du tout ce que dit Max Weber, qui a donné cette définition-là de l'État. C'est pas du tout ça. Et ce que j'aimerais bien qu'on puisse faire ce soir, c'est essayer de se demander si, au fond, y compris l'État, aurait quand même intérêt à questionner un peu plus sérieusement cette question de la légitimité de son exercice. Et à ne pas fonder tout cet exercice sur cette évidence qu'il n'y a qu'une forme possible d'autorité politique, que c'est celle-là, et que la contestation même de cet exercice reviendrait à contester la politique. Non, on peut contester l'État, la façon dont il fonctionne, voire son existence même, en étant tout à fait convaincu qu'il faut des normes politiques. Et je pense que c'est l'un des intérêts de l'anarchisme. Donc, évitons dans un premier temps de dire bon, bah voilà, tout ça est très très sympathique, mais c'est totalement naïf. C'est pas la bonne question à poser. La question n'est pas de savoir si c'est réalisable ou pas, ou naïf ou pas, c'est de savoir si on peut imaginer quelque chose comme une organisation politique différente. Et si on ne le peut pas, est-ce que c'est lié aux insuffisances propres de la doctrine, ou à la situation politique dans laquelle nous sommes, nous, aujourd'hui? Et si nous pensons que c'est naïf, est-ce que ce n'est pas parce que, justement, nous avons complètement intégré toute une série de pseudo-évidences? Donc, essayons ce soir de faire un peu bouger tout ça. Voilà, pour ce qui est de l'anarchisme en général. Maintenant, venons-en à notre bonhomme, Proudhon. Alors, drôle de type, un écrivain qui a écrit des quantités énormes de textes. On lit en général Qu'est-ce que la propriété, plus de 3, peut-être Philosophie de la misère aussi, qui sont des textes assez lus. Mais à part ces deux-là, on ne lit pas grand-chose. Il y a beaucoup publié, 14 volumes de correspondance, pas des petits volumes, des gros volumes, énormément publiés. Et ce qui est très intéressant chez lui, justement, et qui le décale par rapport aux auteurs qu'on travaille généralement, c'est qu'il n'est pas philosophe. Il est ouvrier, il est fils de paysan, sa formation, il l'a faite toute seule. Il a donc des compétences en économie notamment, qui sont pas mal. Il a des compétences d'historien qui sont pas mal aussi. Il a un certain nombre de compétences philosophiques tout de même. Mais tout ça, il l'a fait tout seul. Il l'a fait tout seul, et dans une forme de désordre, là pour le coup un peu anarchisante si vous voulez, mais au sens où il travaillait de tout en permanence, il faisait de tout en permanence, et semble-t-il, par les témoignages qu'on a de lui, c'est un esprit très attachant mais complètement excessif, bouillonnant, constamment au travail, constamment dans une forme de radicalité, très viscéralement anticlérical, par exemple, mais obsessionnellement puritain. Allez savoir pourquoi, en quelque sorte. Étonnant par un certain nombre de prises de position qu'on aurait quand même tendance à considérer comme un peu contradictoires. Très, de la même façon, pour ce qu'il en est de la philosophie, très adversaire de Marx, comme on va le voir, puisque c'est évidemment l'un des débats centraux, mais quasiment fanatiquement, là aussi, hegelien. Notamment dans la forme. Il écrit comme Hegel. Enfin, il écrit comme une sorte de Hegel énervé, en quelque sorte. Ce qui n'est pas forcément le meilleur style d'écriture. Donc, un auteur tout à fait impressionnant par sa fécondité. Et ce que j'ai appris en travaillant mon intervention de ce soir, parce que je n'étais pas a priori grand spécialiste de la chose, c'est qu'il a été énormément lu à l'époque. Et comme beaucoup d'auteurs, il n'a pas eu de chance de tomber en même temps que plus grand que lui, incontestablement,
à savoir en même temps que Marx. À l'époque, on le lisait beaucoup, hein, et il avait peut-être dans certains cercles beaucoup plus d'influence que Marx lui-même. Mais évidemment, là, pas de bol, hein, quand on est en même temps qu'un monstre comme Marx, on est effacé. Hein. Ça arrivait à pas mal de bons philosophes. Hein. Quand on arrive en même temps que Descartes ou de Kant, c'est la même chose, hein, on est laminé. Tant pis, tant pis, mais c'est un peu dommage, hein, parfois, quand on sait l'influence que Proudhon a pu avoir. Donc, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence pour l'anarchisme qui commençait à apparaître, pour le mouvement ouvrier français, pour tous les courants libertaires qui vont se développer dès la fin du XIXe siècle, très souvent d'ailleurs en compagnie de Bakounine, hein, c'est un peu les deux qui vont fonder l'anarchisme historique. Donc, très lu, traduit en russe très vite d'ailleurs, hein, ça a sa petite importance évidemment. Il est très cité par Tolstoï, par Dostoïevski, et il est tout à fait fondamental dans la naissance de l'anarchisme politique un peu constitué à la toute fin du XIXe siècle. Et tout au long du XXe siècle, il continue quand même à être cité, utilisé, d'ailleurs de façon assez disparate. Hein. On trouve des références abondantes chez Jaurès, qui n'est pas anarchiste. Hein. On trouve d'abondantes références à Proudhon chez Maurras, le moins qu'on puisse dire, qui n'est pas du même bord. Hein. Donc ça peut aller dans tous les sens, parce que justement, il y a dans les textes eux-mêmes cette combinaison parfois étonnante, une forme de moralisme, avec une sorte d'anticléricalisme, d'anti-étatisme, enfin tout ça est très mélangé, hein. Et donc ça peut susciter toutes sortes de récupérations plus ou moins heureuses. Voilà pour quelques mots pour présenter le bonhomme. Alors venons-en maintenant aux choses plus sérieuses, à savoir ce qu'il en est de la philosophie de là-dedans. Et pour comprendre ça, il faut voir où on en est philosophiquement en 1840, hein, si je prends comme date l'année de parution de Qu'est-ce que la propriété. Où on en est en France, où on en est en Allemagne. Comme vous le savez peut-être, à l'époque, et à beaucoup d'époques d'ailleurs, hein, le grand pays de la philosophie, c'est l'Allemagne. Et au XIXe siècle, en tout cas dans la première moitié, c'est massif. Donc on est dans une époque de la philosophie qui naît après Kant, et qui se caractérise par toute une série de projets philosophiques destinés à combler les insuffisances de Kant, à dépasser les limites de Kant, voire à accomplir Kant. Et c'est un mouvement qu'on appelle l'idéalisme allemand. Donc dans l'ordre, Fichte, Schelling, Hegel, pour ne citer que les plus importants. Et donc au bout de cette histoire, Hegel, qui là, un peu comme Marx juste après, occupe complètement le terrain. Donc quand n'importe qui commence à faire de la philosophie dans les années 30-40 du XIXe siècle, il doit se situer par rapport au système hegelien. Soit en s'y inscrivant, soit en le rejetant complètement. Il n'y a pas tellement de demi-mesure. Hein. Et donc il y a toute une série de philosophes qu'on va appeler les hegeliens de gauche, d'autres qu'on va appeler les hegeliens de droite. Et puis après, un peu plus tard, hein, si on pense à la génération de Nietzsche et compagnie, plutôt des gens qui sont assez radicalement anti-hegeliens. Donc, quand il commence à publier, alors il ne connaît pas Hegel, hein, c'est même probable qu'il ne l'ait jamais lu en direct. Par contre, il est complètement imprégné de dialectique hegelienne, c'est-à-dire d'une façon d'écrire et de raisonner très marquée par Hegel, qu'il a peut-être acquis par des lectures secondaires, des manuels, enfin bon, pas forcément du matériau de première qualité en quelque sorte, hein, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il a imprégné, comme ça a imprégné cette fois beaucoup plus directement Marx à la même époque. Donc par rapport à la philosophie allemande, il est donc d'une certaine façon l'héritier d'une forme d'hegelianisme, et évidemment il va rencontrer Marx, qui commence à écrire des choses tout à fait importantes à la même époque, hein, puisque un des premiers grands textes de Marx, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, après coup, hein, les manuscrits de 1844, hein, donc on est tout à fait dans les mêmes années, et Marx et Proudhon se sont connus et lus, hein, et combattus finalement, mais enfin ils se connaissaient très très bien. Donc voilà pour l'Allemagne. En France c'est un peu différent.
Alors, sans être méchant avec la philosophie française, bon, c'est pas extraordinaire le 19e siècle, hein, on a une très grande philosophie jusqu'à la fin du 18e, puis après ça se tasse un peu. Alors on a quand même des gens importants, hein, Benjamin Constant, Tocqueville, donc on a, du point de vue de la philosophie politique, le libéralisme classique, libéralisme politique qui s'impose, et puis, bien sûr, c'est ce qui va un peu plus nous intéresser, on a des premières formes de socialisme chez Fourier et Saint-Simon, hein, donc juste avant Proudhon. Donc vous voyez qu'il a, du point de vue, comme il lisait un peu tout ce qui passait, hein, il y a à la fois cette imprégnation philosophique hegelienne, qu'on voit très bien dans la forme, hein, et une imprégnation politique qui est plutôt, qui est à la fois marxisante, pour les écrits du jeune Marx, et puis plus directement socialiste, hein, avec Fourier et Saint-Simon. Donc il va faire avec tout ça, et faire aussi avec ses moyens philosophiques qui sont un peu limités, hein, comme on le disait, du fait de l'absence, il n'y est pour rien, hein, de formation classique en philosophie. Hein, et ça va d'ailleurs jouer dans une forme de mépris de Marx à son égard. Hein. Marx est philosophe de formation, hein, et lui, par contre, il connaît Hegel, hein, dans le texte, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il connaît d'ailleurs pas que Hegel, il connaît à peu près tout. Et donc, ça se voit, hein, dans les textes, il dit, bon, Proudhon, bon, c'est sympa, mais et économiquement, il n'en touche pas une, et philosophiquement, ça ne vaut pas grand-chose. Hein, c'est vraiment comme ça que ça se voit. Alors, la critique n'est pas totalement infondée, hein, parce que, de fait, si je peux me permettre un jugement de valeur, il ne faut pas, mais on le fait quand même, hein, on a un écart énorme, hein, en termes de puissance philosophique, entre Marx et Proudhon, hein, ça n'a rien à voir, hein, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Voilà pour le contexte philosophique du texte, qui va donc, en plus, et ça a vraiment de l'importance ici, hein, rencontrer un contexte politique. Alors, bon, 1840, vous voyez où on en est, hein, Restauration, on est quand même depuis 10 ans dans la monarchie de Juillet. Ça commence à grogner dans tous les côtés, tous les espoirs de libéralisation du régime, bon, ça ne fonctionne pas. Hein, donc on a une grogne républicaine, pas forcément révolutionnaire, hein, mais en tout cas au minimum républicaine, une grosse ébullition intellectuelle dans ces années 30, et c'est donc là, hein, on le sait historiquement, qu'un ouvrier typographe, comme Proudhon, hein, qui est aussi ouvrier typographe, qui est Pierre Leroux, hein, qui invente, hein, qui a introduit en français le mot de socialisme en 1834. Hein. On sait très exactement que c'est à ce moment-là. Et ce mot de socialisme, introduit en 1834, a encore une connotation non révolutionnaire. Donc finalement, le destin du mot a beaucoup oscillé, et on part de quelque chose d'assez réformiste. Hein. Le mot dont s'empare ensuite Marx et le marxisme va devenir révolutionnaire avant de redevenir non révolutionnaire beaucoup plus loin au XXe siècle, après la séparation effective du socialisme qui devient une social-démocratie et du communisme qui reste du moins théoriquement révolutionnaire. Hein. Donc le mot n'est pas révolutionnaire au départ, hein, même si il intervient dans un contexte, si ce n'est révolutionnaire, du moins de très forte ébullition sociale. Hein. Très gros mouvement ouvrier en 1931, la révolte des canuts, hein, un peu plus juste après, et puis toute l'agitation qui va accompagner la préparation de la révolution de 1948. Hein. Donc on est dans des années où il y a une ébullition intellectuelle, une ébullition politique, et Marx et Proudhon vont intervenir, hein, l'un et l'autre relativement jeunes, hein, dans ces années-là, avec un point commun, c'est très intéressant d'ailleurs ce point-là, une forme d'humanisme, au fond on peut dire ça comme ça. Hein. L'un et l'autre, dans ces années-là, Marx va assez nettement changer de thèse sur ce point, emploie sans trop réfléchir d'ailleurs le concept de nature humaine, ont des idées sur ce qu'est la nature humaine, à l'état brut, hein, si je puis dire, ce qui est finalement pas si évident que ça, hein, et ont des convictions humanistes dans un sens assez contemporain, hein, avec une sorte de morale humaniste qui est assez forte, même chez Marx dans ces années-là, et qu'on voit très très bien chez Proudhon. Hein. Donc on n'est pas du tout dans ces années-là dans des philosophes qui prônent la prise du pouvoir par quelques formes de violence. Hein.
Chez Marx, ça va bouger un petit peu avec l'introduction progressive de l'idée de dictature du prolétariat, etc. Chez Proudhon, rien du tout, hein, ça reste une philosophie fondamentalement non violente. Hein. Il n'y a absolument pas d'appel à une prise de pouvoir de type révolutionnaire au sens strict. Donc Proudhon, si j'en viens, après ce contexte philosophique, ce contexte politique, aux positions propres de l'ouvrage, et rentrons un petit peu dans le texte, hein, c'est quelqu'un qui voit de façon très désillusionnée la vie politique de son temps. Il n'a aucune illusion sur le parlementarisme, ce qu'on peut comprendre. Hein, je ne suis pas historien, mais le peu que j'en ai lu, c'est pas terrible, hein, la vie parlementaire dans ces années-là. Pas d'illusion sur l'État et ses avantages éventuels. Et c'est quelqu'un qui va donc, et j'en viens vraiment peut-être au cœur de la thèse, qui va chercher sous des institutions qui sont globalement considérées comme des artifices, une sorte de vérité propre du lien social. Qu'est-ce que c'est le lien social naturel pour l'homme, celui dont il faut partir, qui est en quelque sorte le matériau de base, et comment on va pouvoir travailler ce lien social naturel chez l'homme pour lui donner une forme qui soit heureuse, c'est-à-dire une forme qui soit libre. Et de façon très nette, c'est peut-être l'une des thèses les plus connues de Proudhon et les plus fortes, hein, il va considérer que le lien social se fait dans le travail. Se fait très essentiellement par le travail et par la forme concrète que prend le travail, notamment le travail industriel. L'atelier, au fond, et sa grande forme qu'est l'usine, sont en quelque sorte des laboratoires naturels du social. Le lieu propre du social, c'est l'atelier. C'est la vérité du rapport humain, il n'est pas dans le contrat, il n'est pas dans la famille, il est encore moins dans la foi ou le lien à une quelconque transcendance, il est dans les rapports horizontaux que des individus qui collaborent peuvent construire ensemble par le fait de produire ensemble quelque chose qui n'est pas eux. C'est la définition même du travail. Et c'est tout à fait important, hein, puisque c'est cette dimension très essentiellement collective du social qui va faire que quand on va s'attacher au problème de la propriété, et quand on va chercher la source de la propriété privée, source qu'on va très généralement considérer comme étant le travail privé, ben vous voyez qu'il va avoir un petit problème. Il va avoir un petit problème parce que le travail privé, ça n'existe pas. C'est une sorte d'erreur. La vie naturelle de l'homme, c'est le travail social. Et sur cette base, qu'on pourrait qualifier de naturaliste, hein, la vérité de la nature, c'est ça, toutes les tentatives de construction artificielle vont être condamnées comme étant une sorte d'erreur ou de déformation. Donc, ces constructions absolutistes, il y en a de toutes sortes. Hein. Alors la principale, bien sûr, c'est l'État, mais ça va aussi être l'Église, Dieu lui-même, qui est une forme de construction non naturelle, et puis, parmi les institutions, la propriété. Sur la base de cette thèse générale, hein, on peut avancer, si je rentre même dans le texte, hein, je me base ici sur le début de qu'est-ce que la propriété, 3 thèses philosophiques majeures. La première que j'ai évoquée à propos du travail, c'est au fond la conviction que le travail industriel, ou le travail sous sa forme industrielle, est l'alphabet de base du social. Le social va se constituer à partir de ce matériau initial, qui est le travail industriel. Et suivant ce qu'on va faire avec ce matériau de base, par combinaison de différentes formes, eh bien, on va avoir le social. Donc ça, c'est la première thèse. Une thèse qui est vraisemblablement issue de Hegel, avec cette idée hegelienne bien connue, hein, que le travail est à la fois une production d'une extériorité, je travaille une réalité extérieure pour lui donner une forme, et donc il y a une forme de labeur, hein, d'effort, de difficulté, hein, puisque c'est difficile de travailler la terre ou le matériau extérieur, mais en même temps,
il y a un aspect libérateur. Je me libère par la peine que je me donne pour donner forme à un matériau extérieur. C'est ce qu'on va trouver dans le très très célèbre texte qu'on lit souvent avec les élèves et les étudiants, qui s'appelle La dialectique du maître et de l'esclave. Dans le texte de 1807, la phénoménologie de l'esprit. Donc, très proche, même idée, hein, le travail, c'est la liberté en acte. Attention, encore une fois, sous une forme sociale. Hein. Ce n'est pas la liberté d'un individu, c'est la liberté d'un rapport. Première idée. Et donc, justement, j'y viens, une liberté conçue de façon transindividuelle. Et c'est là que c'est assez étonnant, parce qu'au fond, il n'y a pas chez Proudhon ce qui est un peu l'apanage ou l'invention de la modernité philosophique, à partir de Descartes, l'idée qu'un être humain, c'est un sujet. C'est un sujet, un être pensant, conscient, doté de facultés, la volonté, l'intelligence, etc., et doté de droits. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas l'idée de sujet, en fait. Hein. Et ce n'est pas si fréquent en philosophie moderne, post-cartésienne, donc, hein, qu'on ait des philosophes qui ne s'intéressent pas à ça. Et de ce point de vue-là, Proudhon aide à comprendre Marx et Marx aide à comprendre Proudhon, parce que là, ils sont parfaitement en accord. Vous le savez peut-être, hein, si vous avez des connaissances sur Marx, Marx est très opposé à l'idée de droit de l'homme. Ça peut paraître bizarre, hein, mais c'est un adversaire résolu des droits de l'homme, du concept de droit de l'homme, et c'est un commentateur virulent de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui considère comme étant une sorte de monstruosité philosophique. Pour une raison extrêmement simple, hein, c'est qu'un sujet individuel qui serait libre naturellement, avant même d'entrer dans un rapport quelconque avec un autre être humain, qui est la base de la doctrine des droits de l'homme française, hein, je parle bien de la nôtre en quelque sorte, ben cette idée-là est une erreur philosophique. Ça n'existe pas un individu libre. C'est une invention bourgeoise, pour le dire de façon marxiste. Et Proudhon et Marx, donc tout à fait dans les mêmes années, hein, cette critique des droits de l'homme, vous l'avez dans les textes de ces années-là, les manuscrits de 1944, hein, sont d'accord avec ça. C'est une abstraction. Hein. Donc il y a des abstractions qui donnent des institutions, ça fait l'État, et il y a des abstractions qui donnent des aberrations philosophiques, le sujet individuel. Ou cette idée que le sujet individuel serait porteur par lui-même de droits, et donc la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors évidemment, hein, Marx, vous l'imaginez bien, il n'est pas contre l'effet politique de quelque chose comme la déclaration des droits de l'homme. Il est même pour, hein, on le voit bien dans tous les textes où il défend le droit des ouvriers, l'égalité, etc., bien évidemment. Hein, mais il est contre cette formulation-là, et notamment l'idée métaphysique qui est à la base de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Hein. Ce texte-là, c'est un texte libéral, hein, au sens politique du terme, c'est pas une critique de le dire, hein. C'est un texte libéral. Et le libéralisme fonctionne sur la position métaphysique du sujet, individuel. Et ça, Proudhon, il ne veut pas en entendre parler. Ce qui est évidemment tout à fait intéressant. Donc pas d'individus, des êtres qui travaillent et qui produisent du social par le travail, et ce qui va donc être important pour lui, c'est que dans ce travail, on puisse aboutir à quelque chose comme la justice. Et donc on a une idée morale qui est sous-jacente à tous les textes de Proudhon, qui est que justice et égalité sont des normes morales qui doivent présider à toute action politique, mais qu'ils ne contestent pas du tout en tant que telle. Et là encore, ce n'est pas évident que la justice soit une norme morale, évidemment, on aurait tendance à le dire comme ça, hein. Mais pourquoi au fond, hein? Pourquoi les êtres humains devraient-ils être égaux? Non pas comme individus, hein, mais pourquoi faudrait-il qu'il y ait justice entre les êtres humains? Cette idée-là, à laquelle évidemment on va plutôt souscrire spontanément, est une idée morale. Une idée morale qui ne peut pas se fonder sur autre chose qu'une conscience morale ou une loi morale, un principe qui n'a rien à voir avec la politique, hein, ni avec l'économie, qui est un principe qu'on va plutôt apparenter à une source kantienne. Hein. Donc la position a priori d'une égalité des individus,
individu, c'est pas le terme, justement, une égalité des êtres humains, c'est une idée morale qui n'est pas discutée, mais qui est sous-jacente à tout le travail de Proudhon. Donc, c'est armé donc de cet appareil conceptuel qu'il va aborder la question précise de la propriété dans un texte qui est d'un très grand classicisme formel. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Un peu comme une bonne dissertation. Hein. Il dit, bon, qu'est-ce que la propriété? Bon, on va se poser la question, hein, à l'ancienne, j'ai envie de dire. Hein. Question platonicienne, hein, qu'est-ce que la vertu, qu'est-ce que la justice? Bon, qu'est-ce que la propriété? Il tente des définitions et il va faire une sorte d'historique de toutes les propositions sur la propriété. Et la plupart de ces propositions, notamment la proposition la plus traditionnelle, définissent la propriété précisément comme propriété privée. Vous avez compris que c'est ça le problème. Alors à qui s'attaque-t-il en premier lieu? À la première, enfin la première, c'est pas tout à fait la première, mais c'est sans doute la plus importante, théorie de la propriété privée, qu'on trouve chez John Locke, second traité du gouvernement civil, grand texte classique de la philosophie politique dite contractualiste, hein, et on a une définition de la propriété privée. Alors c'est assez simple, hein, je vous le dis en deux mots en quoi ça consiste. Hein. Chez John Locke, il y a une sorte de loi, il y a une loi naturelle. Cette loi naturelle, elle vient de Dieu. Et cette loi naturelle qui vient de Dieu donne aux hommes des droits fondamentaux qui consistent à avoir totale latitude pour user de leur corps, de leur liberté et de leurs biens. Et donc vous voyez, corps et liberté, on comprend peut-être relativement spontanément que ce sont des droits naturels. La propriété, notamment la propriété privée, c'est quand même une idée un peu curieuse. Alors pourquoi l'homme aurait naturellement le droit à la propriété privée? Eh bien parce que l'homme, pour vivre, travaille. Et qu'en travaillant, il va se donner les moyens d'assurer sa survie. Tout ce que l'homme travaille pour vivre devient sa propriété à titre privé. Donc le lopin de terre que vous travaillez pour avoir des fruits et légumes, vous en êtes propriétaire, non pas par un titre juridique, puisque c'est un droit naturel, mais par le fait même que vous l'avez travaillé et que vous avez donc acquis par ce travail le droit d'être propriétaire légitime de ce lopin de terre. On a fait grand usage évidemment de cette théorie par la suite, hein, en oubliant ce que Locke ajoute, attention, limite essentielle, ça ne vaut que si on travaille pour vivre. Donc ça vaut que pour une agriculture de subsistance en quelque sorte. Hein. Dès qu'il y a échange, argent, accumulation, ça ne marche plus en fait. Hein. Il dit non, là non stop, le côté naturel de la chose s'évapore. Hein. Donc ça ne peut absolument pas légitimer la propriété privée capitalistique, hein. Pas du tout. Puisque là on est dans un système qui fonctionne avant l'argent en quelque sorte. Hein. Et dans le texte il dit d'ailleurs très très bien, à partir du moment où il y a argent, il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais enfin, vous voyez bien quand même l'idée, c'est un droit naturel lié à l'individu par le fait même qu'il travaille. Et puis cette propriété privée, très rapidement, hein, c'était déjà le cas d'ailleurs dans le droit bien antérieur, hein, va se déterminer, hein, ce qu'on appelle ius usus fructus abusus, hein, en latin juridique, hein, le droit d'utiliser, de faire fructifier, de disposer à sa guise de ce dont on est propriétaire. Donc un droit naturel attaché à la personne, accessible à chacun par le travail, moralement légitime du fait même qu'on a travaillé, c'est ça qui en donne la qualité, en tout cas, de propriétaire, et garanti ensuite par le pouvoir de l'État. Et donc Proudhon va s'emparer de cette thèse classique dans ce texte avec un angle d'attaque que vous avez compris, qui est très simple. Si le travail est une activité sociale, le résultat du travail est un bien social. Donc il n'est pas contre la propriété en tant que telle, hein, qui va d'ailleurs appeler possession. Il est contre la propriété privée. Il n'est pas contre que des gens qui travaillent ensemble soient propriétaires ensemble du matériau ou de l'outil de travail. Hein, c'est pas ça le problème. Donc, à partir du moment où la propriété privée est rattachée à une aberration métaphysique, qui est cette espèce d'individu, qui n'existe pas en réalité, hein,
un individu séparé, ben, la propriété n'est jamais légitime comme droit. C'est pas qu'elle n'existe pas, parce qu'il voit bien qu'elle existe, hein, mais la propriété privée sera autre chose qu'un droit légitime. Donc, je veux simplifier un peu ici les choses, parce que dans le texte, hein, il va parcourir tout un tas d'autres thèses qui ont tenté de fonder la propriété privée, et notamment, par exemple, hein, la forme libérale, hein, en disant que finalement c'est assez commode, hein, la propriété privée, surtout quand c'est garanti par l'État, ça permet une sorte de régulation des échanges, ça permet une stabilisation sociale, ça permet tout un tas de choses, et il va contester point par point, hein, tous ces fondements, y compris d'ailleurs un fondement qu'on pourrait qualifier de théologique, hein, qui ferait reposer sur Dieu la légitimation de la propriété privée. C'est à ce moment-là, hein, qu'on a la fameuse phrase, hein, Dieu c'est le mal. Hein. La propriété c'est le vol, Dieu c'est le mal. C'est pas que Dieu, de toute façon, qui n'existe pas dans le cadre de Proudhon. Hein. Dieu c'est le mal si Dieu est utilisé pour légitimer quelque chose qui est un vol. C'est ça l'argument. Hein. La propriété c'est le vol, puisqu'après tout, au départ de la propriété, il n'y a que ce qu'il appelle un droit d'aubaine. Je me suis emparé de ce que j'avais là, donc j'ai pris, je me le suis approprié. Si je fais appel à Dieu pour légitimer ce vol, alors Dieu c'est le mal. Il n'a rien contre Dieu en tant que tel, puisque ça n'a pas de sens quand on est athée d'avoir quelque chose contre Dieu. Donc l'ensemble de l'argumentation ici, vous voyez, fonctionne de façon négative, avec un encadrement dans le texte qui est assez clair. On commence, je vous cite un petit extrait, hein, le début, tout le début du chapitre 1, où il va justifier sa méthode, hein, et justifier ce pourquoi il faut s'opposer à la propriété. Et il le dit ainsi, hein, je vous cite le tout début. « Si j'avais à répondre à la question suivante, qu'est-ce que l'esclavage ? Et que d'un seul mot je rebondisse, c'est l'assassinat, ma pensée serait d'abord comprise. Je n'aurais pas besoin d'un long discours pour montrer que le pouvoir doté à l'homme, la pensée, la volonté, la personnalité, est un pouvoir de vie et de mort. Et que faire un homme esclave, c'est l'assassiner. Pourquoi donc à cette autre demande, qu'est-ce que la propriété, ne puis-je répondre de même, c'est le vol, sans avoir la certitude de n'être pas entendu, bien que cette seconde proposition ne soit que la première transformée. » Donc vous voyez, on voit l'idée morale, hein, très très forte ici. De la même façon que l'esclavage c'est l'assassinat, la propriété c'est le vol. C'est la même idée transformée. Tout le monde, ou à peu près tout le monde, va accepter la vérité morale de l'assimilation de l'esclavage à un assassinat. Par contre, là, la propriété c'est le vol. Nous, propriétaires bourgeois en quelque sorte, ben, ça nous embête un petit peu de dire ça. On dit, mais c'est la même chose. C'est une idée morale. Et à partir de cette thèse qui va, au fond, servir de norme au tout le développement, hein, il va montrer pourquoi sa contestation de la propriété s'appuie sur un idéal de justice. Hein. C'est ce qu'il dit 2 pages après. Je ne fais pas de système. Sous-entendu, je ne suis pas en train de faire de la philosophie technique. Hein. J'ai des convictions, je les expose. Je demande la fin du privilège, l'abolition de l'esclavage, l'égalité des droits, le règne de la loi. Justice, rien que justice, tel est le résumé de mon discours. Je laisse à d'autres le soin de discipliner le monde. C'est une assez belle phrase. Hein. Discipliner le monde, ce n'est pas mon problème, moi je veux la justice. Mais vous voyez que même dans ce petit texte, il dit l'égalité des droits, le règne de la loi. Et là, on commence à se dire, mais comment c'est possible ? Qu'appelle-t-il loi ? Qu'appelle-t-il droit ? Et on peut le comprendre si justement on s'attache à ce qu'il appelle le social et qu'on comprend que le droit, ce n'est pas le droit de l'État, c'est le droit intrinsèque du rapport social. C'est cette fameuse norme qui se déploie quand le rapport social qui se constitue dans le travail fonctionne correctement. C'est ça le droit. C'est un droit qu'on pourrait qualifier de naturel si on veut, mais pas du tout dans le sens classique des théories du droit naturel. C'est le droit qui naturellement s'institue dans la vie sociale. Quand elle n'est pas en quelque sorte polluée par ces excroissances
verticales que sont l'État ou la religion ou Dieu ou toutes ces aberrations-là. Donc, il y a de la loi, il y a du droit, il y a de la justice, hein, mais il faut évidemment tenter de construire une société qui va permettre la mise en œuvre effective de ce nouveau rapport social. Et c'est ce qui va le faire, hein, je résume évidemment à très très grands traits, hein, mais je vois que le temps avance vite, c'est la règle, c'est que je m'arrête à quelle heure ? 10 minutes. D'accord, bah c'est parfait. Et c'est ce qu'il va faire hein, à la fin du texte, après avoir montré que la propriété privée est une idée fausse, hein, il va montrer comment on peut arriver à ce qu'il appelle une nouvelle forme sociale, qui n'est pas le contrat, qui n'est pas non plus la citoyenneté, et c'est ce qu'il va appeler une communauté. Une communauté qui va fonctionner par la loi, non pas encore une fois la loi de l'État, mais la loi du social, et qui va surtout fonctionner sur le principe de liberté. Je vous cite un peu le texte en entier parce qu'il est très beau, hein. Enfin, c'est vraiment un des textes fondateurs de l'anarchisme, et ce qu'il appelle donc une troisième forme de société. Cette troisième forme de la société, nous la nommerons liberté. Évidemment, c'est déjà intéressant en soi, hein. La liberté est une forme de société, c'est pas rien à voir avec l'individu. Pour déterminer les libertés, nous ne réunissons donc pas sans discernement la communauté et la propriété, ce qui serait un éclectisme absurde. Nous recherchons par une méthode analytique ce que chacune d'elles contient de vrai, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans la forme d'une communauté et dans la propriété, sous-entendu quand elle n'est pas privée, hein, il y a quelque chose de vrai là-dedans, hein, de conforme aux vœux de la nature et aux lois de la sociabilité. Nature, qu'il ne questionne pas du tout hein, d'ailleurs, hein, on ne sait pas trop ce que c'est. Aux lois de la sociabilité, nous éliminons ce qu'elle renferme d'éléments étrangers, ce que j'ai appelé excroissance tout à l'heure, hein, les institutions assez largement. Et le résultat donne une expression adéquate à la forme naturelle de la société humaine. En un mot, la liberté. La liberté est égalité, parce que la liberté n'existe que dans l'état social, et hors de l'égalité, il n'y a pas de société. La liberté est anarchie, parce qu'elle n'admet pas le gouvernement de la volonté, mais seulement l'autorité de la loi, c'est-à-dire de la nécessité. Alors là, il faut un peu s'arrêter, parce que c'est quand même un peu bizarre. Donc l'anarchie admet l'autorité de la loi, c'est-à-dire de la nécessité. Alors qu'est-ce que c'est la nécessité ? Ben, la nécessité, c'est précisément la caractéristique de ce qui est naturel. Ce qui est culturel, produit par la volonté, est contingent, hein, faisons un petit peu de philosophie de base ici, hein, et ce qui est naturel est ce qui se donne toujours et partout, et ce qui est donc nécessaire. Nécessaire au sens de « ça ne peut pas être autrement ». Donc les lois de la nécessité, c'est-à-dire le fonctionnement ordinaire de l'homme, c'est l'anarchie, parce que c'est un ordre qui n'admet pas le gouvernement de la volonté. Et surtout pas le gouvernement de la volonté d'un autre. Hein. Il ne s'agit pas du gouvernement de notre propre volonté. Donc vous voyez que l'anarchie, et l'anarchisme ici, c'est l'opposition entre autorité de la loi et gouvernement de la volonté. Donc on est quand même très très loin du désordre. Hein. Évidemment, ça pose problème de savoir ce que sont ces lois précisément. La liberté est variété infinie parce qu'elle respecte toutes les volontés dans les limites de la loi. La liberté est proportionnalité parce qu'elle laisse toute latitude à l'ambition du mérite et à l'émulation de la gloire. Alors, étonnant, hein. On est là plutôt en côté un petit peu individualiste, voire un éloge de la compétition sociale comme facteur de fécondité, qui pourrait être une idée plutôt libérale. Hein. Mais il y a de la latitude. Hein. À l'intérieur de ces lois du social, il y a beaucoup de latitude. Nous pouvons dire maintenant, notre principe est vrai, il est bon, il est social. N'en craignons pas d'en déduire toutes les conséquences. Et toute la suite du texte va statuer, j'en dis juste encore 2 mots, hein, sur ce que c'est cette sociabilité de l'homme, hein, qui est constituée par ces lois du social. La sociabilité dans l'homme est ce mobile universel que la philosophie cherche, que la religion fortifie, que l'égoïsme supplante, que la raison pure ne supplège jamais.
Le devoir et le droit naissent en nous du besoin, quelque chose de naturel, qui selon eux, qu'on le considère par rapport aux autres extérieurs, est droit, et par rapport à nous-mêmes, devoir. C'est un besoin de manger et de dormir, c'est un droit de nous procurer les choses nécessaires au sommeil, c'est un besoin de travailler pour vivre, c'est un droit, c'est un devoir. C'est un besoin d'aimer sa femme et ses enfants, c'est un devoir d'en être le producteur et le soutien, c'est un droit d'en être aimé préférablement à tout autre. Bon, c'est un peu étrange. Hein. La fidélité conjugale est de justice, l'adultère est un crime de lèse-société. Bon, on dirait certainement plus vraiment les choses comme ça aujourd'hui, Dieu merci. Mais vous voyez, hein, cette espèce de moralisme hein, qui apparaît ici, par ces lois de la sociabilité humaine qui imposent des droits et des devoirs, et qui fonctionnent d'autant mieux qu'on les laisse fonctionner. Donc, qu'on va écarter l'intervention de l'État. Et donc, c'est sur ce point-là, sur cette conviction d'une régulation naturelle du social, hein, qu'on va pouvoir comprendre tous les textes, là, très nombreux, hein, pas spécialement dans le qu'est-ce que la propriété, où Proudhon va s'opposer à l'État, hein, alors on n'a pas le temps de les lire ici, hein, va s'opposer à l'État et va s'opposer aux politiciens de son temps, hein, qui prônent la nécessité de l'État. C'est une institution artificielle. La véritable révolution va consister à prôner l'auto-organisation du social contre cet État et contre même ceux qui pensent la nécessité de l'État fût-ce comme un mal nécessaire, à savoir Marx. Hein. Il y a un moment étatiste chez Marx, hein, c'est une sorte de passage. Hein. Non, on ne doit même pas en passer par là. Hein. Donc, on ne va pas aller vers une société anarchiste en passant par la conquête du pouvoir d'État et par une modification intérieure du pouvoir d'État. On va vers une société anarchiste par un refus pur et simple de l'État. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas révolutionnaire, hein, au sens où on remplace une forme de pouvoir par une autre forme de pouvoir. C'est un refus, enfin il parle bien de révolution, hein, mais c'est une révolution par refus. Alors éventuellement par destruction de cette fameuse institution, mais il n'y a pas du tout l'idée de prendre le pouvoir à sa place, puisqu'il n'y a pas besoin de substituer un gouvernement de la volonté à un autre gouvernement de la volonté. Ce n'est pas l'idée. Il me reste rien. D'accord. Alors, je suis obligé de cavaler un petit peu, hein, mais voilà. Donc tout ça, alors ce qui est intéressant, c'est que ça va s'articuler hein, avec une activité politique tout à fait importante hein, dans ces années-là. Et Proudhon est très très actif dans la Révolution de 48. Hein. Il participe à tout un tas de mouvements, il passe pas mal de temps en prison, et il participe évidemment aussi hein, à la naissance, à l'élaboration d'un tas de mouvements qui vont se réclamer directement de lui hein, et qui vont se déployer notamment un peu plus tard avec la Commune de Paris, hein, qui est en partie proudhonienne. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire au nom de Proudhon dans ces années-là. Alors, puisqu'il me reste que 5 minutes, je voulais quand même revenir à cette question tout à fait centrale du débat avec Marx. Parce que c'est important pour la suite et pour savoir pourquoi il y en a un qui a triomphé, que l'histoire a conforté et pas l'autre. L'opposition de base est d'abord peut-être une opposition de personnes au sens, ce que j'ai dit tout à l'heure est important, hein, de la compétence de l'un contre la supposée incompétence de l'autre. Comme il le dit, il ne s'embarrasse pas de système, et ni de solutions détaillées, ni d'une analyse économique poussée. La conviction de Marx, à la même époque, et bien sûr tout au long des décennies suivantes, consiste à dire qu'on ne peut faire une révolution sérieusement qu'en disant des choses vraies. C'est-à-dire en disant des choses justes du point de vue de l'économie politique. À quoi Proudhon ne connaît pas grand-chose. Hein. Donc Marx va attaquer Proudhon au nom de ses compétences en économie politique. Hein. On voit, je vous cite un texte qui s'appelle La Sainte Famille. Hein. L'ouvrage de Proudhon est donc dépassé scientifiquement par la critique de l'économie politique, y compris de l'économie politique telle qu'elle apparaît dans la conception de Proudhon.
Ce travail n'est devenu possible que grâce à Proudhon lui-même. Donc il pense que Proudhon est utile. Hein. Tout comme la critique de Proudhon a lui-même a pour antécédent la critique du système mercantiliste de Smith et de Ricardo, enfin d'autres références économiques de ce moment-là. Hein. Donc critique de la nullité économique de Proudhon, de son ignorance philosophique, mais évidemment, ce qui est beaucoup plus important, c'est le fait que d'un point de vue de la stratégie politique, ils vont complètement diverger. Il y a la conviction très nette chez Marx que la morale et l'espèce d'anthropologie proudhonienne n'a rien à faire dans la construction d'une révolution. Cet éloge un peu naïf quand même, hein, des rapports sociaux spontanés, fait comme si des rapports sociaux n'étaient pas des rapports de classe. Et l'idée marxiste, hein, bien entendu, est qu'on ne peut absolument pas comprendre le social sans s'appuyer sur l'idée de classe sociale. Et qu'on ne peut pas non plus s'opposer à l'État sans comprendre que l'État est l'émanation idéologique d'une classe sociale, et celle qui est dominante. Hein, l'État étant le support armé, le bras armé de la classe qui économiquement domine. Donc s'opposer à l'État comme ça, au nom du social comme ça, ça ne va pas marcher. Ça ne tient pas la route, ni scientifiquement, ni stratégiquement. Donc c'est vraiment le fond de leur opposition, n'est pas tant la sensibilité, puisque la réaction à la misère ouvrière, leur morale, dans un sens très très large, sont en grande partie similaires. Hein. Mais leur bagage philosophique et surtout leur bagage économique fait qu'ils vont complètement diverger sur la méthode. Et finalement, si Marx s'impose, c'est parce que peut-être qu'il a pris justement plus au sérieux la réalité du social. Qu'est-ce que c'est cette espèce de social qu'on n'a jamais vu et qu'on ne verra peut-être jamais, qui serait du social sans classe, sans rapport de domination. Donc toute la question, au fond, qui nous est posée, c'est de savoir si on peut s'opposer éventuellement à quelque chose comme l'État, si ça peut se faire au nom d'une sorte de présentation de la vie sociale dont on ne voit pas bien où elle existe, si ce n'est dans le tout petit cadre de l'atelier, avec une sorte de collaboration idéalisée des acteurs du travail. Hein. Est-ce qu'une opposition à l'État, si elle doit se faire, peut se faire au nom de la lutte des classes, pour parler marxiste? De point de vue stratégique, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, pour conclure sur ce point, au fond, ce qui est intéressant, il me semble, chez Proudhon, c'est cette compréhension d'un social non étatique, si on débarrasse ça de cette espèce d'arrière-fond moralisateur, puritain, un peu naturaliste. Hein, parce que c'est pas vraiment sérieux de parler de nature humaine comme ça sans trop réfléchir. Hein. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a dans le social des possibilités d'autorégulation qu'on oublie ou qu'on ne voit pas quand on se situe a priori dans cette opposition entre l'individu tout-puissant et l'État qui va le calmer en quelque sorte ou le maîtriser. Et que si on ne les voit pas, c'est peut-être justement qu'on n'a pas pris le temps de voir comment ça pourrait fonctionner, tout simplement. Et à quel niveau ça pourrait fonctionner. Et toutes les théories anarchistes contemporaines, alors je pense bien sûr à quelqu'un comme Pierre Clastres, dans La Société contre l'État, toutes ces théories-là vont consister à montrer, regardez, ça existe parfois, des sociétés sans État ou contre l'État. C'est parfois pas des micro-sociétés, ça existe chez les Tupi-Guarani en Amazonie, chez Pierre Clastres, ça existe peut-être dans certaines formes assez intéressantes qu'on a dans l'État du Chiapas au Mexique. Alors pourquoi pas, c'est des choses qu'il faut voir de près dans certaines organisations de type horizontal dans les ZAD, ça existe peut-être dans certains types de communautés qui tentent des choses. Ça marche peut-être pas, mais de dire que la régulation du social ne peut pas se faire de façon sociale, c'est une idée qui est peut-être profondément fausse, parce que le social, c'est de la régulation. Ne serait-ce que dans le cas d'une famille. S'il y a bien un lieu de normativité, c'est la famille. Et c'est de surnormativité, souvent d'ailleurs. Donc,
En disant cela, en faisant cette référence à la famille, je signale en passant que des systèmes de normativité sociale sans institution verticale, c'est pas forcément génial non plus, hein. Après tout, les sociétés traditionnelles de nos villages d'il y a 50 ans en France, ça fonctionnait comme ça, hein. Il n'y avait pas vraiment besoin d'un pouvoir étatique très très fort, hein. Quand les gens se contre-surveillent, ça régule bien, hein. Quand l'idée d'une initiative individuelle ou d'une modification quelconque de l'ordre des choses est a priori supprimée, l'ordre règne, hein. Alors c'est pas du tout ce qu'il dit, hein, parce que lui, on est dans une idée de collaboration, donc il y a un aspect créatif, hein, la production de quelque chose par un travail commun. C'est pas le simple statu quo. Mais cela dit, on le voit bien évidemment y compris dans le cadre d'un atelier, y compris quand ça fonctionne bien, eh ben, la régulation des rapports ne se fait pas sans difficulté, hein, voire sans violence, hein. Mais après tout, en gros, c'est à nous de choisir le type de pouvoir auquel on veut se soumettre, hein. Et entre le gouvernement de la volonté, ce qu'il appelle l'autorité de la loi, il y a toutes sortes de combinaisons possibles. On n'est peut-être d'ailleurs pas obligé de choisir, hein, complètement, hein, en excluant les avantages, absolument les avantages de l'État ou en négligeant absolument les avantages de la régulation qu'on pourrait qualifier d'horizontale. Voilà, je m'arrête. Je suis désolé d'avoir dû aller à toute vitesse, mais j'espère que ça aura ouvert quelques pistes. Merci.